Nous allons présenter un travail qui est à l'état un peu d'ébauche, enfin voilà, puisque c'est un travail qui va faire partie de ma thèse. Donc je travaille autour des maîtres E. Je suis moi-même enseignante spécialisée en réseau d'aide. Et donc je travaille autour de la professionnalisation de ces maîtres E. Ce sont des maîtres spécialisés dans la difficulté scolaire. Et voilà. Commencer, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc nous allons la communication va porter sur un moment qui nous semble un peu charnière justement dans la construction de cette identité professionnelle des rééducateurs, puisque là on parlera de rééducateurs et qui seront les futurs maîtres, ce dont je vous parlais, donc enseignants à dominante pédagogique des RASET. Ce groupe professionnel, donc le groupe professionnel des rééducateurs, tente de s'établir dans les années 60-70 et il va participer à la création d'une revue qui s'appelle la revue Interéducation, sur laquelle qu'on va développer, voilà, avec plusieurs autres groupes, des groupes qui, eux, relèvent réellement de l'éducation nouvelle, qui se revendiquent en tant que de l'éducation nouvelle, voilà. Et il nous semble, enfin ce qui nous interrogeait, c'était de savoir si cette collaboration allait avoir une influence sur la pédagogie des rééducateurs de l'éducation nationale. Voilà. Donc, pour faire cette recherche et pour la thèse, je m'appuie en fait sur la sociologie des groupes professionnels et plus particulièrement sur la sociologie d'Abbott. Voilà. Et donc, principalement autour de ce qui est les écologies liées. Voilà, donc, c'est bon, c'est bon. Donc, voilà, je peux mettre un cadeau. C'est pas grave. Okay. Donc, on va vous présenter. Donc, alors, à l'époque, dans la fin des années 60, années 70, le groupe des rééducateurs s'appelle le GEREN. Donc, c'est le groupe d'études et de recherche des rééducateurs de l'éducation nationale. Et donc, on va regarder comment il va se situer à travers les échanges qu'ils vont pouvoir avoir entre ce groupe-ci et les 5 autres groupes qui constituent la revue Interéducation. Voilà. Donc, on va déjà vous présenter le GEREN, ce que Martial va faire, et ensuite la revue Interéducation. Et après, je vous présenterai la méthodologie qu'on a employée pour voir quels étaient les termes qui ressortaient dans les articles du GEREN, mais aussi des autres groupes, pour voir quels sont les liens entre ces groupes. Et donc les résultats. Et les résultats, pardon. Oui, donc le GEREN, en fait, alors, on va s'appuyer sur les propos de Jean-Louis Doucoing, qui est le créateur, en fait, du GEREN. Donc, en fait, finalement... ce qu'il explique, c'est que, enfin, ce qui se passe à l'époque, c'est qu'il y a de nombreuses études sur la dyslexie qui sont faites dans les années 50, est prise en charge, montre que, enfin, la dyslexie est prise en charge en fait par les professions médicales et paramédicales, notamment la rééducation. Et donc, au début des années 60, l'éducation nationale, elle va proposer l'ouverture d'un stage à destination des enseignants déjà spécialisés en vue de se former aux rééducateurs. Aux rééducations psychopédagogiques. Donc il y a une cinquantaine de membres qui va participer, et de cela va se constituer une association qui va se structurer. On n'entre pas dans les détails. Cette association va publier un bulletin et ses membres vont écrire dans la revue, donc c'est les cahiers de l'enfance inadaptée, dans le bulletin de Beaumont, Écho également. Donc le nombre des adhérents s'accroît, l'association gagne en visibilité, notamment suite à l'organisation d'une journée d'études en 66. Et donc en 67, Jean-Louis Doucoing lancera l'idée de la création d'une revue commune à plusieurs associations. Et c'est donc d'ailleurs suite à cette proposition en 67 que donc la revue va être créée en 68. Et simplement pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte, le GEREN va exister jusqu'en 1975, va se transformer en GERAS, donc le groupe d'études de recherche pour l'adaptation scolaire, et ce sera ce groupe-là qui va continuer après 75 à éditer la revue. Je n'entre pas dans les détails à ce niveau-là du changement entre GEREN et GERAS. Nathalie a encore quelques investigations à faire à ce niveau-là pour
pourquoi ça change. Donc la revue Inter-Éducation paraît en 1968 pour la première fois. Elle va compter plus de 50 numéros, enfin 51 numéros entre février 68 et décembre 78. Alors globalement, elle va traiter énormément de sujets sur la rénovation pédagogique, la révolution du système éducatif, mais également sur la future création des zones d'éducation prioritaire. Enfin, elle va balayer beaucoup de choses pour changer l'école finalement. Donc, on a 6 associations qui vont se regrouper, qu'on va vous présenter. Donc, il y a le groupe français d'éducation nouvelle, le GFN, l'association de pédagogie cybernétique autour des techniques pédagogiques, l'Institut parisien de l'école moderne, l'IPEM, le GRIP, donc le groupe pour la rénovation des institutions pédagogiques, l'association française pour la lecture, et enfin donc le GRN. Et initialement, c'est intéressant quand on connaît un petit peu ces différents groupes, il s'agissait de créer une tribune commune autour de la rénovation du système éducatif. Donc évidemment, il y a notamment Delphine Patry qui a écrit déjà sur cette revue de manière un peu plus générale et pas centrée sur le GRN, où on voit bien comment les conflits vont perdurer à travers la revue, justement autour des enjeux de non-directivité notamment, à partir de Michel Lobreau et d'autres. On ne peut pas en parler maintenant. Donc, sur les 6 associations, 4 se revendiquent de mouvements visant la rénovation, la révolution pédagogique. Donc le GFN, l'IPEM, l'APC et le GRIP. Fin 72, en fait, le GFN va décider de quitter la revue, ce qui entraîne une révision du coût de celle-ci. Bon, j'entre pas dans les détails économiques, les autres associations ne vont pas pouvoir suivre de ce point de vue-là. Et donc, il va rester à partir de 72 uniquement le GRN et l'IPEM. Et l'IPEM qui, à partir de 75, si je me trompe pas, va quitter la revue également. Et donc finalement, alors ce que disent les différentes revues sur leur départ, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Le GFN finalement pointe une succession de maladresses qui portent atteinte au fonctionnement démocratique de l'association et de la revue, puisqu'il devait y avoir une conception égalitaire des échanges au sein de celle-ci. Le GRIP parle d'inactivité de la part de ses membres au sein de la revue. Il y a un discours officiel qui n'est pas très explicite à ce niveau-là. Et puis il y a l'IPEM par contre qui pointe le GFN qui s'en va pour créer sa propre revue. Ah bon, voilà, ça c'est des choses peut-être qu'on verra plus tard. Simplement, pour revenir sur la revue globalement, donc ce que je vous ai dit, c'est qu'il y avait 51 numéros, que là on va s'arrêter jusqu'au numéro 30 où justement il y a une scission entre les 6 associations qui vont donc 4 qui vont partir de la revue, merci. Et en tout et pour tout, il y a donc 750 articles. Alors avec différents thèmes, tribune libre, témoignages, échanges, études ou exposés, documentation, vie des associations. Et à partir du numéro 31, il ne va plus y avoir de rubrique en fait. Il y aura, donc ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse pour voir la suite. Et donc je laisse la main à Nathalie pour continuer. Alors donc là on rentre dans la recherche réellement par rapport à la revue. Donc on s'est occupé du numéro 1 au numéro 30. On a fait une analyse de contenu alors pour l'instant uniquement sur les sommaires, c'est-à-dire qu'on a pris tous les titres de la revue afin de voir. J'ai proposé des thématiques, j'ai catégorisé en fonction de thématiques. Voilà. Alors, par rapport à ces titres, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en fait dans un compteur de mots, tout simplement. En faisant un travail préalable, c'est-à-dire que par exemple le mot apprentissage, je l'ai associé avec un trait d'union avec lecture, pour avoir apprentissage de la lecture, apprentissage des mathématiques, etc. Ce qui nous a donné un corpus de mots, en fait, issus donc de tous les titres de la revue. Et voilà. Et ce qui nous donne donc une liste de 880 mots que j'ai répartis dans 6 thématiques différentes. Alors, comme thématique, j'ai mis évidemment l'enseignement spécial, puisque c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, l'école, l'enseignement en général, les associations, la vie des associations, les sciences de l'éducation, puisqu'on voit qu'il y a un mouvement aussi
qui est en train enfin, qui est naissant, mais qui est en train de s'instituer, merci, sur les sciences de l'éducation. Donc c'est très très présent aussi dans les articles. Et ensuite, un vocabulaire que j'ai trouvé très particulier, qui est le vocabulaire de ce que j'ai appelé de la revendication. Mais bon, on ne va pas aborder ces sujets-là. Voilà. Donc, par rapport donc, à l'enseignement spécial, sur ces 880 mots, 107 me semblaient relever de l'éducation spéciale. Ensuite, ce que j'ai fait, parce que le listing des titres n'est pas suffisant, il y avait des mots qui pouvaient ne pas correspondre effectivement à ce qu'était l'éducation spéciale. Donc, j'ai regardé à l'intérieur des articles et je n'ai gardé en fait que 92 mots, ce qui fait déjà un nombre assez important. Donc, voici ce qu'il en est pour le GEREN. Le GEREN, donc, sur ces 92 mots relevant de l'éducation spéciale, 50 ont été employés par le GEREN. Donc, on voit qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très, très important dans les problématiques que le GEREN, donc le groupe des rééducateurs de l'éducation nationale, vont employer. C'est vraiment une thématique très très importante et ça fait partie même du but de l'association qui est l'étude des problèmes psychologiques, sociologiques, pédagogiques posés par l'inadaptation scolaire des enfants et des adolescents. Quelque chose qui m'a semblé assez intéressant, c'est qu'aucune fois le terme élève n'est employé. On va parler d'enfants, mais enfants seulement associés à malentendants, handicapés, mauvais lecteurs ou enfants et la mathématique. Voilà. Donc, par rapport à... Je vais me dépêcher. Donc, par rapport aux mots utilisés par le GEREN, ce qui, moi, m'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce que ces mots pouvaient montrer de l'expertise du rééducateur, c'est-à-dire comment il se situait en tant que rééducateur. Voilà. Donc, énormément, 51% des mots du corpus, en fait, montrent les outils spécifiques utilisés par les rééducateurs de l'éducation nationale. Dépistage, donc ce dont Valentin parlait tout à l'heure, les dépistages qui sont une grande partie, en fait, du certificat, de la certification, pardon, les entretiens, les jeux, la psychologie, la psychopédagogie, la rééducation, etc. Et le terme rééducation en lui-même va être employé à plus de 30%. Donc, évidemment, ce qui est notable, c'est que c'est une nouvelle profession, c'est une profession naissante, et donc il y a un martèlement en fait une revendication de ce qu'ils sont, et donc c'est ce qui est mis en avant dans cette revue, qui évidemment à l'origine n'était pas là pour ça particulièrement. Voilà. Et le deuxième plus grand corpus de mots, c'est ce qu'on a appelé la juridiction, comme selon la théorie d'Abbott, c'est-à-dire que ça permet de définir les frontières de ce qu'est le métier de rééducateur. Donc, on parle de la norme, de la déficience. Enfin, dans la norme, la déficience, le niveau intellectuel, ce qui est normal, ce qui est de l'instabilité, l'échec, la dyslexie, etc., etc. Et évidemment aussi tout ce qui est structure, GAP, CMPP et la désignation elle-même, c'est-à-dire des rééducateurs. Voilà, je vais peut-être aller plus vite parce que je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Non, ça va. Si, Catherine a dit qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Voilà. Ensuite, alors je vais faire rapidement pour qu'on puisse faire le comparatif avec les autres revues. L'IPEM va être la revue qui en parlera aussi le plus, mais de façon en fait non, pardon, je me suis trompée. C'est celle qui en parlera le moins, c'est l'IPEM, alors qu'elle va rester avec le GEREN bien après. Mais en fait, quand on s'intéresse à ce qu'est l'IPEM, elle se positionne vraiment, sa juridiction, elle, c'est vraiment les instituteurs de classe généralistes, les instituteurs de classe ordinaire. Donc, quelque part, il est logique qu'ils ne se positionnent pas plus que ça au niveau de l'inadaptation scolaire. Ensuite vient le GEFEN. Qui, alors, dans ce que j'ai pu en voir, va s'intéresser à l'éducation spéciale de façon très, très notable par rapport à ses structures, c'est-à-dire les classes d'adaptation, les sixièmes de transition, etc. Puis, après 71, après, en fait, ce que moi j'ai pensé étant lié au fameux congrès de novembre 71, qui est sur l'échec scolaire, il y a un repositionnement du GEFEN, en tout cas, puisqu'après j'ai parlé avec quelqu'un qui est plus spécialiste du GEFEN, en tout cas je parle toujours au niveau de la revue Interéducation. Là on voit vraiment dans la revue un changement au niveau des thématiques et au niveau des articles, puisque voilà, là ils vont parler, on va retrouver les occurrences
typique du GFN, doué, non doué, et donc ils vont interroger tout ce qui est l'idéologie du don va être remise en question par le GFN, ce qu'ils vont faire pendant leur colloque. Voilà. Ensuite, pour le GRIP, ce qui va être le plus notable, toujours pareil par rapport à cette inadaptation, par rapport au terme, ça va être l'inadaptation. Le mot inadaptation va revenir de nombreuses fois dans leurs articles, dans leur titre d'article, mais l'inadaptation, pas particulièrement l'inadaptation scolaire, mais l'inadaptation sociale, l'inadaptation de l'enfance, ça va revenir à 30% dans tous les mots dans tous les termes qu'ils vont employer par rapport à l'éducation spéciale. Pareillement, la dyslexie va revenir de nombreuses fois par rapport au GRIP. Alors là, je vais faire un lien. Moi, je pense que ce qui est en lien là-dessus, c'est parce que appartenait au GRIP Michel Lobreau, qui a beaucoup travaillé en fait en tant que formateur au centre de Beaumont. Il s'est dit lui qu'il était, il a dit qu'il était à l'origine de la création de cette spécialisation des RPP pour la dyslexie, pour les troubles du langage. Pardon pour le néologisme. Voilà. Et donc en fait, la personne qui parle de la dyslexie, je suppose qu'elle a été une élève de Lobreau et que donc c'est à ce titre-là qu'elle parle de la dyslexie dans les articles du GRIP. Voilà. Ensuite, l'AFL parlera, lui, essentiellement de l'inadaptation à travers son propre prisme, c'est-à-dire celui de la lecture. Du rapport à la langue écrite, mais aussi il parlera énormément des rééducateurs, puisque là, pour le coup, le président de l'AFL, c'était Monsieur Inizan, qui a aussi lui-même été rééducateur au centre de Beaumont. Voilà. Donc, on voit en fait qu'à chaque fois, l'intérêt des associations pour parler de l'inadaptation était quand même très, très lié à leur propre objet. Voilà. Je ne sais pas ce que tu veux dire autre chose. Pour conclure, rapidement, tu veux que je conclue? Non, mais si tu veux rajouter des choses par rapport... Non, je peux conclure si tu veux. Vas-y. Oui, donc là, c'est un travail qui est en cours de constitution, hein, vous l'aurez bien compris. Néanmoins, on voit quand même se dessiner des formes d'opposition qu'il faut qu'on creuse encore autour justement de la prise en charge de cette inadaptation au regard du système éducatif général, du point de vue de ces associations, de ces mouvements pédagogiques, alors que dans le même temps, la revue pour le GRN, hein, qui est l'objet de départ, c'est un espace de constitution d'un métier. Donc il y a une tension à ce niveau-là et c'est à voir, hein, mais on peut supposer qu'au départ, l'objectif était de créer une tribune commune et qu'au final, on va se rendre compte qu'il va y avoir un fossé important entre les ambitions de ces mouvements pédagogiques ou certains d'entre eux et les ambitions du GRN. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Et bravo à vous de nous avoir écoutés.